Parfait, donc je vais d'abord remercier les organisateurs et notamment Françoise et Christophe pour leur invitation à participer à cette conférence, la possibilité de la donner à distance suite à des problèmes familiaux, comme ça a été évoqué. Si j'ai bien compris, l'Europe est sous la neige, donc je suis un peu réfugiée en Californie où nous avons un 14 degrés à peu près permanent l'hiver. En tout cas, merci à tous d'être là aujourd'hui. Je suis très déçue de ne pas être là en personne. L'ADME est une association que je connais bien. J'y ai assisté à peu près tous les colloques entre le début de ma thèse 2003 et puis mon départ aux États-Unis voilà, en 2013. Et puis je suis revenue ensuite. Donc c'est une association pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et qui apporte beaucoup à la communauté. Donc ça me fait très plaisir voilà, d'être là aujourd'hui, de partager avec vous un certain nombre de travaux passés, plus actuels, et puis des réflexions un peu plus actuelles sur des questionnements liés notamment à ce que j'observe ici aux États-Unis, hein, puisque Berkeley, on est à côté de San Francisco, donc on est un petit peu à l'épicentre de ce qui peut se passer en matière d'intelligence artificielle. Voilà. Et mon propos va être d'essayer de montrer en quoi l'irruption de l'intelligence artificielle dans les mondes de la formation et des ressources humaines questionne les pratiques d'évaluation et la recherche en évaluation aujourd'hui. Et je pense très sincèrement qu'on ne peut pas faire de la recherche en évaluation aujourd'hui de la même manière qu'on le faisait quand je suis partie pour les États-Unis il y a 12 ans. Alors, je vais maintenant, présenter mon écran. Voilà, est-ce que ça fonctionne bien? Je vais. Oui, très bien. Super. Je vais revenir sur, pour cette présentation, je vais démarrer par une question un petit peu provocatrice. Faut-il encore former à évaluer les compétences, puisque c'était la principale thématique du colloque? Euh, Est-ce si simple? Est-ce que ça peut complètement s'automatiser? Puisqu'on va voir qu'aujourd'hui, l'évaluation des compétences est en train d'être en partie remplacée par des machines. Donc, c'est une vraie question d'actualité pour la recherche. Et pour ça, je vais commencer par diffuser un tout petit extrait d'une vidéo. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner. Faites-moi signe si ça marche pas. On va lancer un extrait d'un peu moins d'une minute. Bonjour, je suis Ambre, recruteuse chez Orange. Je vous remercie d'avoir postulé au poste de développeur web senior. Pouvez-vous commencer par vous présenter brièvement? Bonjour, moi c'est Johan, j'ai 28 ans, j'ai été développeur freelance depuis un peu plus de 8 ans et j'ai décidé L'intelligence de me artificielle est de plus en plus utilisée par des entreprises pour mener des entrevues d'embauche. Alors, comme vous l'avez vu, les réseaux sociaux regorgent d'exemples, des exemples souvent un petit peu déroutants. On entend des robots qui posent des questions aux candidats. On constate aussi dans ces vidéos-là que ça peut être assez déstabilisant, en fait, pour ceux qui cherchent un emploi, qui ne s'attendaient pas à avoir un robot devant eux pour pouvoir faire cette entrevue. Alors, pour parler de ce phénomène sur le marché. Voilà. Excusez-moi, est-ce que vous avez pu... Oups, je reviens. Est-ce que vous avez pu voir la petite vidéo? Ouais, Oui. super. Donc, on voit un candidat qui se fait interviewer par un chatbot, un robot conversationnel pour un entretien d'embauche. Alors, ça va nous poser la question, évaluer les compétences comme lors d'un recrutement, hein, puisqu'on évalue les compétences d'un candidat en vue de l'occupation d'un poste donné. Est-ce si simple que ça peut être assuré par des machines? On va revenir sur cette question. Je vais maintenant revenir à ma présentation. Voilà. Excusez-moi les différents passages. Voilà. Continuer de partager. Voilà. Alors, on va d'abord explorer deux principaux champs aujourd'hui, l'enseignement, la formation professionnelle notamment et la gestion des ressources humaines. J'en parlerai un petit peu moins, mais on va quand même en parler. On va voir que mon propos aujourd'hui, ma thèse, c'est qu'après avoir étudié l'évaluation des compétences pendant de nombreuses années, observé, fait des recherches dessus, je pense que c'est une pratique qui ne peut pas totalement s'automatiser et qu'on doit aujourd'hui défendre
et expliquer et mieux documenter le rôle de l'humain dans cette pratique. Donc, je vais d'abord partir des acquis de recherche, à la fois en évaluation et en didactique professionnelle, hein, puisque j'ai travaillé à cheval sur les deux domaines pendant de nombreuses années quand j'étais dans l'équipe de didactique professionnelle à Dijon, mais j'ai aussi fait ma thèse avec Gérard Figari, l'un des fondateurs de l'ADME, donc j'ai toujours eu un pied dans le monde de l'évaluation. Et puis en deuxième temps dans la présentation, on va questionner l'impact de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui vient bousculer les pratiques et la recherche. Alors d'abord, revenons ensemble, si vous le voulez bien, sur pourquoi évaluer des compétences est difficile. On va se donner une définition très simple de l'activité d'évaluation, hein, conception des preuves. Les évaluateurs vont mener des raisonnements d'inférence, on y reviendra, sur la base d'un certain nombre d'informations au regard de référents qui permettent de porter un jugement sur un travailleur, un candidat, un étudiant. Et pourquoi est-ce que c'est difficile? Alors la recherche nous a permis de montrer que déjà les compétences, et vous le savez tous, hein, est un objet qui se dérobe. Voilà, les compétences sont en partie spontanées. Toutes les recherches en psychologie du travail le montrent, on n'est pas expert de sa propre expertise. Donc les compétences sont plus, et le paradoxe, c'est que plus on développe une expertise dans un champ professionnel donné, plus celle-ci va, comme disent les Anglais, embed et be embedded, c'est-à-dire et embodied, c'est-à-dire qu'elle va être incorporée au sens qu'elle va faire partie du corps, de la gestion des modes de pensée de manière semi-consciente et qui nécessite donc tout un travail de prise de conscience, d'élaboration pour pouvoir ne serait-ce que accéder à ses propres répertoires d'action, si ce n'est les décrire en vue d'une évaluation. Donc, on est face au paradoxe que les compétences ne se voient pas facilement et puis que parfois, j'en ai été témoin, on peut aussi vouloir aller trop loin dans la technicité pour les évaluer, construire des formes d'usine à gaz et donc rendre les processus d'évaluation très difficiles, très complexes. Autre chose qu'on sait, on peut mal évaluer. Donc ça, la recherche en évaluation nous l'a, depuis les années 70, hein, bien montré, on y reviendra, mais nous sommes tous prônes au jugement partiel, trompeur, biaisé, non équitable, et bien sûr, l'évaluation des compétences n'en est pas exempte. L'évaluation est toujours un exercice sensible. Alors là, j'ai beaucoup travaillé sur la question avec Lise de Hailly de Lille, suite à des travaux notamment nord-américains sur le fait que l'évaluation est un terrain sensible, elle peut être rejetée, elle peut créer des conflits et puis elle peut corrompre les processus qu'elle est censée améliorer. Donc on s'appuie ici sur une loi énoncée par Campbell dès 1975 pardon, qui reste d'actualité. Je vais l'énoncer. Plus un indicateur de performance est utilisé pour la prise de décision, plus il sera sujet à des pressions corruptrices et plus il a de chances de distordre et de corrompre les processus qu'il est censé piloter. Donc l'évaluation est une pratique à risque. Par exemple, un exemple hein, de ce processus de corruption, ça va être une évaluation qui est censée aider un étudiant à apprendre, mais qui finalement, par sa négativité, va le démotiver et va le faire quitter une formation. Donc on est dans la corruption du processus d'apprentissage et non pas dans son soutien. Donc tout ça nous permet de dire que l'évaluation est un travail d'équilibriste, un art des compromis. Ça, je l'ai beaucoup travaillé dans ma thèse, hein, soutenue en 2007 à l'Université de Grenoble, donc pas très loin vu des États-Unis de Bienne, voilà, ce sont des compromis entre rigueur, équité, faisabilité, sensibilité au contexte et aux enjeux, donc un art complexe. Je vais m'appuyer maintenant sur un article de synthèse que j'ai publié en 2016 dans la revue Éducation permanente, hein, où j'avais synthétisé plus de 10 ans de recherche sur qu'est-ce que c'est qu'apprendre à évaluer, puisque j'ai fait beaucoup de recherches dans différents domaines sur ça. Et je vais notamment démarrer par la question des erreurs des évaluateurs débutants, qui est un point de départ intéressant si on veut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'apprendre à évaluer notamment des compétences. Et une première type d'erreur, c'est dans tous les domaines hein, professionnels, on va la retrouver, bien sûr, le manque d'anticipation des débutants.
Alors, je vous donne un exemple ici, hein, un débutant qui rédige des questions d'évaluation sur un projet et dit, je ne vois pas comment on pourrait y répondre. J'ai d'autres exemples, hein, une élève de lycée professionnel qui se met à pleurer en pleine épreuve pratique et laisse l'enseignant démuni qui ne sait pas comment répondre, ou un jeune évaluateur de programme qui est surpris que le comité de pilotage rejette violemment ses conclusions d'évaluation. Donc, nous sommes face à quelque chose qui est assez courant en psychologie du travail, la pratique aveugle des débutants, où ils ont beaucoup de mal à anticiper ce qui va se produire, à projeter un enchaînement d'actions et à prévenir des conséquences, ce qui se développe par la pratique. On va y revenir répéter. Deuxième problème que peuvent rencontrer les débutants, une centration excessive sur les outils et les méthodes, avec plus de mal à percevoir la complexité des situations d'évaluation et notamment leurs enjeux sociaux, à comprendre quelles sont les attentes des uns et des autres et comment gérer ces attentes qui peuvent être, on l'a vu, conflictuelles, sensibles. Euh, Ce sont toujours des situations à risque, à fort enjeu, qui déclenchent du stress. Et quand on débute en évaluation, on peut être assez vite dépassé par l'ampleur de la tâche. C'est une activité qui peut parfois être rigidifiée. J'ai observé que des débutants vont avoir tendance, et c'est normal, à se raccrocher aux méthodes, donc à recopier, reproduire des méthodes existantes, avec du mal ensuite à s'en détacher, à introduire une sorte de flexibilité dans l'activité. Donc on arrive au paradoxe qui est énoncé en rouge en bas de ma diapo et qui est bien connu, hein, dans l'univers de la formation professionnelle, qui est que les premières règles ou méthodes sont nécessaires pour acquérir de premières expériences, mais elles deviennent rapidement des obstacles au processus d'apprentissage. Donc il faut à la fois apprendre à appliquer des méthodes et des règles et apprendre ensuite à les dépasser, à les combiner, à les adapter dans une pratique flexible. Et puis tout cela nous emmène à une dernière erreur, on pourrait dire, ou difficulté des débutants qui va se retrouver dans la suite de mon propos, c'est le fait de se limiter à des indicateurs évidents, observables, mesurables, on pourra dire, ou faciles d'accès. Alors là, les études du psychologue de jour ont par exemple bien montré euh, l'effet corrupteur et trompeur d'un indicateur qui est utilisé pour évaluer l'activité des policiers, hein, le nombre d'affaires résolues, qui peut, comme on l'a vu, corrompre l'activité au lieu de la soutenir. Au contraire, il est recommandé de trianguler les sources d'information, de multiplier, croiser les indicateurs, notamment les travaux de Halal et Moutier-Lopez l'ont bien développé, pour évaluer des objets aussi complexes, on va y revenir, que les apprentissages professionnels. Alors, si on se base sur les acquis de la recherche, sur l'apprentissage. Comment est-ce qu'on apprend à évaluer des compétences? Eh bien, on pourrait d'abord définir cet apprentissage comme le fait de développer ce qu'on va appeler une intelligence de la tâche, suite aux travaux notamment de Momolin, de l'ergonome. L'intelligence de la tâche n'est pas le traitement de l'information et est différente de l'application répétée régulière de procédures. C'est un vieux fantasme, hein, de réduire l'activité humaine et de travail à l'application de procédures et que l'IA ne fait finalement que répéter. Donc, on voit que l'activité est au contraire une pratique souple quand elle se développe intelligemment et une pratique qui va au-delà de la simple application de procédures. Alors, comment est-ce qu'on développe cette activité intelligente de l'évaluation? Eh bien, d'abord, on peut observer, bien sûr, la pratique répétée dont il est possible de tirer des leçons. Alors, je vous donne un exemple ici, issu de mes recherches, de une sorte de leçon d'expérience. Alors, on peut les appeler des représentations. Moi, j'aime bien les appeler des théories issues de l'expérience. Théorie est plus neutre que savoir, parce que ces théories peuvent être en partie fausses ou biaisées, ou du moins limitées. Donc, on peut regarder cet exemple. Un enseignant professionnel qui nous dit, c'est bien que les professionnels évaluent, dans le cas de jury pluridisciplinaire dans la formation professionnelle. Cela apporte une plus-value à l'évaluation.
même s'il faut s'attendre à ce qu'ils soient souvent plus exigeants que les enseignants. Donc nous avons là une théorie issue de l'expérience de cet enseignant professionnel qui va, qui va guider la manière orientée, on va dire, hein, la manière dont il réalise son activité, par exemple, dont il va gérer les différents niveaux d'exigence dans un jury par rapport à ses étudiants. Donc voilà, ce sont de telles théories qui se développent et qui permettent de développer une forme d'intelligence de l'activité. Un deuxième facteur, bien sûr, c'est l'aide des autres, qui peut être à la fois une aide et une confrontation. Et la confrontation est aussi, on va le voir, une forme d'aide. Par exemple, je vous donne un exemple. Donc, dans un jury de validation des acquis d'expérience, hein, puisque j'ai beaucoup travaillé dessus avec l'équipe de Dijon, nous avons un évaluateur qui invite un autre membre du jury à se méfier des jugements hâtifs et le pousse à justifier ses premiers jugements sur des indicateurs précis puisés dans le dossier. Donc, c'est moi qui reformule, mais en gros, un membre du jury qui dit à l'autre, mais sur quoi tu te bases? Donne des exemples, explique-nous d'où vient ton impression. Donc, on voit ici que l'aide des autres par la confrontation des pratiques va amener à la fois l'évaluateur à questionner ses jugements, les mettre en question, devoir les justifier, et puis peut-être, on l'a observé au bout d'un temps, faire ce que Michel Vial appelait le deuil du vrai, c'est-à-dire l'idée que le jugement évaluatif est un compromis entre différents éléments et n'est pas nécessairement une mesure objective. Donc la question pour les formateurs, hein, que nous sommes ici, c'est comment accompagner les futurs évaluateurs sur la réflexivité, la flexibilité et ouvrir des espaces d'intelligence et d'innovation dans leur pratique. Alors, ici, je voudrais revenir un tout petit peu sur la question de la dimension collective de l'activité évaluative, qui est une des conditions du développement tel qu'on l'a observé dans différents domaines. Le fait de ne pas évaluer seul, y compris pour des enseignants, qui peuvent être parfois dans une pratique solitaire de l'évaluation face à leur copie. Au contraire, les pratiques collectives de jury, de co-conception d'épreuves, etc., vont être extrêmement positives. Alors, non seulement parce qu'elles permettent la transmission de règles, de ficelles de métier qui restent souvent tacites, mais aussi bien sûr, parce qu'elle pousse les évaluateurs à mettre à jour ce qui va fonder leur jugement, particulièrement en cas de désaccord, et à développer une distance critique, comme on l'a vu, par rapport à leur jugement, ouvrant la possibilité d'une réflexion qu'on pourrait qualifier d'épistémologique, suite à l'excellent numéro de Raison éducative de 2012 de Mottier Lopez et Figari, dans lequel, avec Patrick Maillan, on avait fait un article sur la question. Alors, je rappelle ici dans ma diapo un certain nombre de biais des évaluateurs qui sont très documentés, très connus dans la littérature, en évaluation en psychologie du travail, psychologie sociale, l'instabilité des références, les référents variables, l'effet d'ordre, biais d'autoconfirmation, biais de naturalisation des compétences, hein, comme certains métiers de soins pour les femmes, l'effet lunettes roses en fin de formation, etc. Donc ici, on a un certain nombre de biais documentés. Il y en a d'autres, hein, je n'ai pas tout repris. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on observe une pratique collective de confrontation des jugements, ça peut pousser les membres, les évaluateurs, les membres du jury à une prise de conscience, les pousser à expliciter les critères et les indicateurs de jugement qui ne sont pas toujours pleinement conscients et à développer des théories sur le degré de confiance qu'ils peuvent porter à leur propre jugement et au jugement des collègues, si je peux l'exprimer ainsi. Donc une distanciation, un doute critique qui fait qu'ils vont prendre leurs premières impressions, leurs premiers jugements comme objet de départ, mais aussi de doute. Et ce travail épistémologique est présent dans les jurys de VAE que nous avions observés, mais aussi chez les évaluateurs de programmes et les recruteurs que j'ai eu l'occasion d'observer. Je vous donne un exemple. Ça permet, en mobilisant des connaissances professionnelles, de prendre, mettre à distance un jugement, par exemple, négatif qu'on avait vu sur un jury de VAE par rapport
à une personne qui avait dévié par rapport à une norme professionnelle et puis un collègue qui remettait cette déviation en contexte en disant on le fait tous. C'est pas grave, on le fait tous, on peut l'accepter. Donc, en mobilisant des connaissances professionnelles, on va négocier, redéfinir les référents et du coup modifier le jugement. Ou ça va permettre aussi de gérer différents degrés d'exigence du jury. On ne peut pas tout leur demander de tout savoir aux candidats. Donc, par exemple, par rapport à un critère de complétude, d'extension des compétences par rapport à un diplôme qui va être négocié en cours d'évaluation. Donc tout ça amène à développer une forme d'épistémologie en acte, de réflexivité sur ses propres jugements, qui sera bien sûr, vous me voyez venir, beaucoup plus difficile à développer pour une machine. Alors, quelques pistes de formation des évaluateurs. Faire face, on l'a vu, à des situations variées, avec l'aide de plus expérimentés, avec des ressources, et puis notamment une manière assez efficace de travailler en formation, et ça je l'ai fait puisque j'ai longtemps formé à l'évaluation, et de travailler de manière rétrospective, d'analyser les réussites et les échecs, que ce soit en formation ou en tutorat. On se base notamment sur les travaux de Pierre Pastré sur la conduite de centrales nucléaires, où l'effet du débriefing après la simulation est absolument central pour l'apprentissage, puisque c'est là qu'on permet de reconstruire ce qui s'est passé, bien passé, mal passé, et de dégager des liens causaux qui permettent de comprendre les liens de causalité qui gouvernent l'activité. Voilà, et puis on l'a vu se confronter à d'autres pratiques. Alors là, il y a quelque chose qui peut être très utile pour la formation des évaluateurs. Ce sont les groupes d'analyse de pratique que j'ai eu la chance d'en animer dans d'autres domaines pour des formateurs professionnels. Les groupes d'analyse de pratique peuvent être extrêmement formateurs puisqu'ils permettent de mettre en mots, raconter et confronter sa pratique et d'en dégager un certain nombre de leçons. Le temps passe très vite, je vais passer très rapidement sur ces questions, mais je voulais vous développer rapidement avec vous un exemple lié à l'évaluation des compétences. Issue de mes recherches, l'évaluation des compétences peut être à la fois directe et indirecte. Quand on évalue de manière directe, donc c'est un schéma qui est inspiré notamment des travaux réalisés par Gérard Vergniaud, on va avoir tendance à se concentrer sur le 1, c'est-à-dire ce qui est produit, le plus visible, l'observable, la performance. Même si on le sait, l'évaluation de la performance est plus compliquée que ça, on peut en rester à la performance immédiate, par exemple le fait de vendre un produit, ou la performance à long terme, les effets à long terme, la fidélisation des clients, qui vont impliquer des mesures différentes. Mais donc, à partir de cette performance, on peut remonter à la flèche qui est l'activité. Donc, on le voit dans les situations d'évaluation en situation. Les enseignants évaluent l'activité, aussi bien ce qu'elle produit, et puis essayent de remonter en bas du 3 les raisonnements qui sous-tendent l'activité. Et ça, c'est le Graal, pardon, si vous voulez, c'est ce que les évaluateurs essayent vraiment d'évaluer par le biais d'inférences. Ils vont essayer de comprendre à quoi la personne pense, comment elle raisonne en situation, comment elle va analyser une situation et prendre des décisions. Donc, si on suit les travaux de Vergniaud, ça s'appelle la descente vers le cognitif et je pense que ça décrit bien ce que cherchent à faire les évaluateurs, c'est-à-dire à partir du résultat d'une activité observable, ils cherchent à poser des hypothèses sur l'activité cognitive des étudiants, des apprenants, des personnes qui sont évaluées, poser des hypothèses sur leur raisonnement et leur connaissance. Donc d'aller un petit peu sous l'iceberg, sous la partie visible, que ce soit par des hypothèses ou par des questionnements plus directs. Alors, si maintenant on essaye d'en venir à une activité d'évaluation qui est très pratiquée, l'évaluation indirecte des compétences qui va passer par le discours. Donc là, on ne peut pas observer l'activité, mais on peut observer le discours sur l'activité. Euh, et là, on va se baser dans l'évaluation sur des traces de l'activité et sur un discours, que ce soit un entretien de jury, que ce soit un rapport de stage, que ce soit un entretien de recrutement.
Et donc ce schéma, j'aime bien représenter toujours ce schéma, donc inspiré des travaux de Figari, le fameux schéma ICP, induit, construit, produit de Figari, qu'on a repris avec l'équipe de Dijon pour représenter ce qui est évalué quand on évalue les compétences à partir de discours. Et finalement, ce qui est évalué, c'est à la fois les situations que la personne a vécues, rencontrées, donc avec des critères comme l'adéquation par rapport à un métier, un diplôme, la complexité, la nouveauté des situations vécues. Prélèvement aussi d'indicateurs sur les activités réalisées, donc quelles sont les actions réalisées, quelle est leur richesse, leur réussite, leur complexité. Et puis enfin, à nouveau le Graal, essayer d'inférer qu'est-ce que la personne a développé comme ressources, comme acquis, comme compétences, connaissances. Et donc là, vont être évaluées la capacité à raisonner en situation, tenir des raisonnements justes, mobiliser des connaissances du domaine professionnel, donc pour aller au-delà de la performance. Alors, on a construit ça sur les jurys de VAE, mais ça s'applique à bien sûr d'autres cadres. J'ai des étudiants qui l'ont étudié pour les activités de recrutement, d'évaluation des stages, etc. Donc on voit que toute cette richesse, hein, mon propos est de montrer toute la richesse, la triangulation, la mise en relation, la pondération de tous ces critères et ces indicateurs qui sont mis en balance, discutés pour produire un jugement sur des compétences d'un candidat. Et donc on a quelque chose de très complexe, qui est beaucoup plus complexe qu'une seule évaluation basée sur quelques indicateurs de performance limités. Voilà. Alors, je crois que vu que le temps passe, je vais passer très vite sur la question, ce sera dans mes diapos, voilà, la question de mes dernières recherches sur le développement des compétences en mobilité internationale. Je vais conclure ma première partie sur l'intelligence de la tâche d'évaluation. Donc, on l'a vu, notamment la richesse de la triangulation qui est extrêmement importante et la capacité à prendre en compte la complexité sociale et le contrôle des biais dans son propre jugement. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment l'éruption, alors j'appelle ça l'IA de manière réductrice, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de types d'intelligence artificielle très différentes et produites dans des lieux très différents. Donc on va globaliser un peu aujourd'hui. Comment l'arrivée de l'IA impacte ces questions? Alors, je vais vous dire quand même brièvement là d'où je viens. L'IA est aujourd'hui au centre des publications, notamment économiques, de la croissance américaine. Alors, est-ce que c'est une bulle? Ce n'est pas à moi de le décider, mais en tout cas, elle produit énormément d'innovation et elle mobilise énormément d'argent et d'investissement. Et c'est une course internationale qui est lancée. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on passe d'une IA généraliste, un peu à la chat GPT, à des IA sectorielles, où ils essayent de développer des IA propres à certains métiers, comme des IA appliquées au droit, à la médecine ou à l'éducation. Donc, quels sont les impacts sur les pratiques d'évaluation? La première chose, et c'est une question qu'on se pose avec mes collègues dans nos propres diplômes à Berkeley, c'est est-ce qu'il faut former nos étudiants à travailler avec l'IA ou est-ce qu'il faut l'éviter? Et c'est un premier paradoxe. Alors on va y revenir, mais donc l'IA est de plus en plus demandée hein, dans de nombreux secteurs. Ça devient une compétence absolument essentielle. La capacité d'interpréter l'IA, de l'utiliser, de la corriger et de l'intégrer dans les décisions de business est devenue une compétence extrêmement recherchée sur le marché du travail. Et puis, on estime que à peu près 11%, alors c'est des estimations très vagues, très complexes, assez peu reliable, mais qu'à peu près 11% de la force de travail pourrait à terme être remplacée, si ce n'est plus, par l'IA. Donc, est-ce qu'on doit l'intégrer? Comment? Et puis, au contraire, est-ce qu'on doit l'exclure des curriculums, puisqu'elle peut faire, le paradoxe, c'est qu'elle est à la fois demandée, mais elle peut faire obstacle aux apprentissages. On le voit, nous, on forme des traducteurs, par exemple, dans mon département. Vous ne pouvez pas leur faire apprendre à traduire en utilisant des traductions automatiques sur Google Translate, puisque, évidemment, les étudiants ne vont apprendre ni à écrire ni à traduire. Donc, vous êtes obligé de suspendre
de suspendre l'automatisation, le temps de l'apprentissage pour ensuite la réintroduire dans une étape ultime où vous allez finalement, une fois que les personnes maîtrisent les deux langages, maîtrisent les actes de traduction, vous allez pouvoir les outiller avec l'IA pour l'intégrer dans des chaînes préalablement constituées. Alors, est-ce qu'on se dirige vers de nouveaux modèles éducatifs avec ça? Je vous donnerai l'exemple d'une école privée très chère à San Francisco où tous les matins, les étudiants passent 2 heures face à des intelligences artificielles où ils apprennent les mathématiques, l'anglais, l'intelligence leur donnant des feedbacks et individualisant ce qu'ils font. Et puis après, le reste de la journée est occupé à faire des projets créatifs en groupe. Voilà. Alors du coup, on voit ici que l'utilisation de l'intelligence comme une aide à l'enseignement transforme le métier éducatif. Alors c'est un peu comique de voir que c'est plus des enseignants, c'est des guides. Voilà. En tout cas, au-delà de l'aspect anecdotique, on peut quand même se demander s'il n'y a pas une révolution en marche hein, de l'enseignement où le professeur n'est plus la seule source d'information puisque comme le dit Michel Serres dans ce très bel ouvrage, un Petite poussette que je recommande à tout le monde de lire, hein, Michel Serres qui a enseigné à Stanford, pas très loin d'ici, pendant des années, il dit qu'avec l'irruption des nouvelles technologies, finalement, nous sommes devant un changement profond de paradigme sociétal, éducatif, où les étudiants, d'une certaine manière, ont autant accès au savoir que les enseignants. Donc la question, c'est comment on va transformer la relation pédagogique en donnant plus de place finalement aux apprenants. Alors, ce qu'on peut voir en éducation, c'est que l'IA est fréquemment utilisée, y compris pour évaluer, hein, d'après les questionnaires. Je vais passer très vite sur ça, mais les enseignants américains estiment qu'elle améliore leur tâche d'évaluation. Et on arrive au paradoxe que finalement, elle fait aussi obstacle aux apprentissages. Et on assiste au retour du papier-crayon, notamment dans mon université, au retour des épreuves sur table, où, monde à l'envers, on demande à l'intelligence artificielle de créer une épreuve AI resistant, c'est-à-dire où les étudiants ne peuvent pas utiliser l'intelligence artificielle à domicile pour y répondre. Donc, on voit des exemples ici, finalement. Euh, alors, on peut voir l'aspect négatif qui est de se dire, mais voilà, c'est la mort de l'essai. J'ai un collègue qui dit de façon très théâtrale, c'est la mort de l'essai en littérature ou la mort du commentaire de texte. Mais finalement, on peut aussi se demander si ça ne nous pousse pas collectivement à développer des nouveaux modes d'évaluation des compétences et des apprentissages. Par exemple, beaucoup plus d'évaluation basée sur l'oral, sur des choses qui peuvent se produire en classe, des projets de groupe et des projets créatifs, innovateurs qui vont d'une certaine manière résister, j'aime bien ce tableau, hein, résister à l'intelligence artificielle, par exemple, le fait de travailler sur des expérimentations à plusieurs, d'ensuite les discuter, etc. Donc peut-être, si on est optimiste, on peut se dire que l'intelligence artificielle va favoriser un certain nombre d'innovations pédagogiques. Donc, les atouts et risques pour l'enseignement professionnel, je vais passer très rapidement. Pour les métiers, maintenant, je pense qu'on ne peut plus passer à côté de la question, est-ce qu'on doit former nos étudiants à l'intelligence artificielle et à quelle tâche, à quel niveau? Donc, ça implique de revoir à la fois les référentiels métiers, de revoir la pédagogie, l'évaluation. Voilà. Ça ne dispense pas, comme je le dis, d'une réflexion didactique sur les objets éducatifs, les concepts enseignés, les méthodes d'évaluation, mais en tout cas, ça doit être intégré, très certainement. Les risques, donc on va revenir un petit peu maintenant sur les risques. Il y a un risque de dépendance économique à l'intelligence artificielle et technologique. Alors ça, c'est notamment très important pour l'Europe, je pense, de développer ses propres intelligences artificielles. On le voit dans le contexte international tendu actuel. Et puis, l'impact sur le monde du travail reste problématique et à documenter. Alors, un cas qui est très prégnant aujourd'hui, c'est la manière dont c'est en train de prendre possession de la GRH, donc la gestion des ressources humaines, où l'IA ne fait pas seulement qu'outiller, elle est en train de remplacer
les recruteurs, IBM va supprimer 8000 postes au niveau mondial dans la gestion des ressources humaines et notamment le recrutement. Donc, ils sont en train de confier toutes leurs activités de recrutement à des intelligences artificielles. Alors, j'ai pris cette photo à San Francisco. On voit AI Interviewers at Candidates Love. Voilà, c'est le genre de publicité dont on est inondé avec des discours qui vont discréditer l'évaluation humaine, le recrutement humain. On peut voir un exemple ici, automated, massively more rich, donc ils vantent une plus grande efficacité, un nombre de CV ou de candidatures qui sont sélectionnées à l'heure. Par exemple, maintenant, les universités américaines vont utiliser l'IA pour scanner les candidatures des étudiants de manière beaucoup plus rapide. Et free from human bias, donc ça c'est un autre argument, c'est de dire que l'IA va finalement nous libérer des biais humains qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà, donc on voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en train d'intégrer, hein, c'est une révolution, l'IA dans leur pratique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle est plus efficace que les humains pour évaluer notamment les compétences des candidats? Et là, on dispose de quelques études, mais pas beaucoup, c'est assez embryonnaire. Donc, j'ai été très intéressée par cet article de la London School of Economics qui recense 22 études publiées sur le domaine qui sont un petit peu contradictoires. J'essaye d'aller très vite. Ce qu'on voit, c'est qu'à la fois, c'est assez intéressant. Selon certaines études, l'IA est plus efficace que les humains, notamment si on compare les décisions de recrutement et le fait que la personne va rester longtemps et être promue dans l'entreprise. Et là, ils disent que dans les deux cas, c'est difficile à prédire, mais que l'intelligence artificielle prédit mieux que les hommes en termes de recrutement. Donc, c'est assez surprenant. Mais on voit aussi que finalement, alors oui, sur cette diapo, je peux le dire, à San Francisco, il y a beaucoup de robotaxis, comme vous voyez Waymo en bas, et un des arguments des robotaxis, c'est qu'ils ont 80% moins d'accidents que les conducteurs humains, et notamment d'accidents graves. Donc, c'est un argument. Après, récemment, ils ont bloqué toute la ville parce qu'il y a une panne de courant massive, ils n'ont pas su s'adapter, ils se sont arrêtés. Donc, on voit les limites aussi, bien sûr, quand les situations sortent des cadres établis. Alors, toutefois, il y a quelque chose qui est très controversé dans la littérature, c'est que l'IA semble être un évaluateur parfois aussi biaisé que les humains. Donc là, je pense qu'on a un vrai territoire de recherche à explorer dans le domaine de l'évaluation et l'évaluation des compétences, notamment, et qu'on a besoin d'études pour stabiliser un petit peu ces choses. Il y a des études notamment qui montrent que des IA de recrutement vont avoir tendance à juger plus négativement les CV féminins. Donc en tant que femme, forcément, ça m'interpelle. Et les femmes d'un certain âge, comme c'est maintenant mon cas, vont être dévalorisées par rapport à des CV masculins. Alors la question, ce n'est pas introduit volontairement dans le script de recrutement, mais la machine l'a déduit d'une certaine manière des biais qui existent dans la société, sur LinkedIn, dans les recrutements, par exemple en voyant que plus d'hommes d'un certain âge vont avoir des carrières avec succès et du coup va intégrer l'idée que les hommes sont des meilleurs candidats que les femmes pour un poste donné. Donc il faut faire très attention à ce que finalement l'IA ne vienne pas renforcer des biais qui existent déjà dans la société. Et je pense que là, on a vraiment des choses à faire. Et puis, je vais bientôt terminer parce que mon temps passe, mais ce qui est intéressant et pour moi le plus effrayant, c'est que l'IA envahit maintenant le management au travail. Il nous promet, comme à IBM avec son assistant Watson, c'est un système qui prédit, qui évalue en temps réel et prédit la performance des employés en temps réel en prélevant des informations sur leur productivité, sur la lecture de leurs emails et des indicateurs de performance. Donc on arrive à des systèmes qui sont réputés plus objectifs d'évaluation du travail. Donc on n'est plus seulement sur l'évaluation des compétences, mais du travail au sens large. Et là, je trouve que c'est un glissement qui pose problème, qui mériterait une conférence à lui seul. Mais qui nous expose à des fonctions de contrôle beaucoup, et de mesure et à un pouvoir beaucoup plus important des hiérarchies sur les salariés, un risque de micromanagement, de perte de sens de l'emploi et de contrôle sur l'activité des salariés. Donc on est vraiment dans quelque chose
de problématique ici. Si j'ai 1 minute, je vais diffuser. euh, Je vais diffuser une tout petit extrait d'une émission radio sur l'IA manager au travail. Écoutez. De ce documentaire dans lequel un ouvrier travaille avec un casque sur les oreilles qui lui dicte ses tâches. Un instant, s'il vous plaît. Veuillez maintenir silence pendant quelques instants. Veuillez prononcer. 0. 0. 1, 2, Vous êtes l'utilisateur Laurent Martin. Dites OK pour vous connecter. OK. Lyon, Dunkerque. Total mission. 43 colis. 5, 3, 4. 20 cartons. 3, OK. Il reste 17. 2, OK. Il reste 6. Quantité. Total 20. Validé 20. Bouteille. 2, 1, 3. 2 cartons. 2, OK. 77. 1, OK. 152. Je suis à peu près convaincu que la technologie libère l'homme, jusqu'à un certain point. Là, je suis libre, hein, je peux arrêter de faire une mission, sortir, aller prendre un café, revenir, recommencer à travailler, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas tenu par la machine. C'est l'inverse. C'est moi qui tiens la machine. Alors, c'est moi qui tiens la machine. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça, c'est la question qu'on peut se poser quand on entend la manière dont, ici, l'intelligence artificielle va finalement dicter les micro-manager et dicter, évaluer les tâches en temps réel. Alors, on en vient à une question qui parcourt toute l'histoire des technologies, hein. Est-ce que ces nouvelles technologies sont comme un chien qui nous assiste ou comme un maître qui va nous surveiller et nous punir? Donc voilà. Donc je pense que pour finir, et je termine en 2 minutes, je pense que tout ça nous amène à repenser la valeur ajoutée de l'humain dans l'évaluation et puis dans l'intelligence au travail. Nous intéresser à la question, bien sûr, on en revient souvent à cette question dans l'évaluation de l'intangible, de ce qui n'est pas quantifiable, invisible, pardon, et qui repose sur finalement sur des savoirs, on l'a vu, professionnels et des jugements qui sont finalement des compromis entre la prise en compte de multiples dimensions. Par exemple, un enseignant qui va évaluer de manière un petit peu noter, en tout cas de manière un petit peu plus gentille, un étudiant parce qu'il sait que cet étudiant est en difficulté, qu'il veut l'encourager, donc il va favoriser la fonction d'encouragement de l'évaluation par rapport à une fonction de sanction. Donc ces arbitrages qui peuvent faire sens dans une relation pédagogique peuvent être complètement perdus quand on est face à une machine qui ne prendra bien sûr pas en compte tous ces éléments. Donc, la question, qui est garant de la transparence, de l'équité, de l'évaluation par l'intelligence artificielle et est-ce qu'on peut garder l'humain dans la boucle à tous les niveaux? Donc, je pense que voilà, ça constitue aujourd'hui un nouvel agenda de recherche, qu'on a besoin, comme je le disais, d'études comparatives, on en a finalement assez peu. Est-ce que les intelligences artificielles sont aussi biaisées plus ou moins, dans quel cas, à quelles conditions que les humains, quand est-ce qu'on doit les éviter en éducation, quand est-ce qu'on doit les utiliser et les introduire intelligemment dans la classe, c'est des questions que mes collègues dans l'enseignement des langues ont de manière quotidienne et on multiplie les conférences et les colloques sur ça. Comment introduire intelligemment l'intelligence artificielle dans la classe de langue? Comment est-ce qu'elle ne détrône pas le professeur et qu'elle devient un outil? Euh, voilà. Et puis finalement, peut-être une des pistes, c'est comment à terme, si on ne peut pas y échapper, est-ce qu'on va mélanger, tout blend, l'intelligence artificielle et au jugement humain, comment on va réussir à s'outiller sans devenir complètement dépendant ou en étant remplacé totalement par les machines. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais répondre à vos questions. Alors, je ne vous entends pas, par contre. Voilà, vous Ah, m'entendez, Claire? oui, ça marche. Parfait. Merci beaucoup pour votre riche intervention. On va passer un petit moment, on a encore un petit peu de temps pour passer aux questions. Donc, comment on prévoit ça, Christophe? Est-ce que, parce que les enfants, une question, bien, je passe le micro peut-être.
Pour les personnes qui sont plutôt devant et qui ont des questions, je dirigerai le micro vers vous, ça devrait fonctionner. Et puis Claire, vous me direz si jamais ça ne fonctionne pas. Autrement, on ira avec le micro sur place. D'accord, on fait comme ça. Alors, dans le public, avez-vous une question? Oui, peut-être je vous le donne quand même, ça sera plus confortable pour vous. Oui, moi c'est François-Xavier Temchendagué. Oui, je suis ravi par cette conférence parce que ça apporte beaucoup de réponses aux questionnements que je me posais. Mais j'ai quand même des réticences parce que on a l'IA qui est un individu numérique avec qui nous devons vivre actuellement, on est obligé. Oui, ma question je peux dire deux ou trois volets. La première, c'est d'abord au niveau de la difficulté à savoir ce qu'on évalue. Est-ce qu'on évalue les compétences? Est-ce qu'on évalue les activités, ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on évalue? La deuxième question porte sur un travail que je fais actuellement, c'est-à-dire que le lien entre professionnalisation et IA. Moi, j'ai posé la question suivante. Quelle relation vitale, quelle relation vitale euh, euh, peut-elle s'établir entre l'IA et le professionnel de la santé? C'est-à-dire que, parce que dans mon travail de thèse, j'ai beaucoup plus posé la question des conditions d'apprentissage expérientiel en situation de travail. Et j'ai apporté le concept de éco-formation. Éco-formation, c'est-à-dire formation par rapport à l'environnement. Oui. Maintenant, est-ce que l'IA, c'est un éco-formateur? Est-ce que l'IA, c'est un socio-formateur? Donc voilà les Merci questions que je beaucoup. pose. Merci pour vos questions. Alors, première, rapidement sur la difficulté à savoir ce qu'on évalue, c'est toujours une grande question en évaluation. Où est-ce qu'on va placer le curseur? Par exemple, est-ce qu'on va évaluer une performance? Sous quel angle? Est-ce qu'on va remonter aux activités, remonter aux raisonnements qui font de l'activité? Donc, c'est une question éternelle. Et c'est une question qu'il est important, vous le rappeler, de se poser parce qu'on peut avoir tendance, quand on se centre trop vite sur les outils, à finalement faire comme si c'était une évidence. Et je serais curieuse de voir comment IBM, le Watson d'IBM évalue le travail, mais je suis prête à parier que c'est des indicateurs assez mesurables, quantifiables, objectivables, qui n'ont pas été pensés forcément plus que ça et qui vont méconnaître toute une partie, tout est pan, une dimension importante de l'intelligence du travail. Donc, savoir ce qu'on évalue, c'est une question qu'on ne peut pas évacuer, malgré la technologie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et sur le deuxième point, la relation entre l'IA et l'éco-formation, est-ce que l'IA est un éco-formateur? Alors, on n'est pas encore là. Je pense aujourd'hui, je pense qu'on y va. Je pense qu'on y va. Alors, j'ai abordé très brièvement la question de l'IA sectorielle. Donc, l'IA généraliste, ChatGPT, on connaît tous ce que c'est. Le développement des IA sectorielles, c'est quelque chose qui m'est apparu, j'avais pas bien conscience de ça, et j'ai été contactée par email par une start-up à San Francisco qui voulait me payer pour apprendre le français natif, à une intelligence artificielle qu'ils développent. Et donc, j'ai regardé un petit peu quelle était l'activité de cette start-up. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a une course sur ça. Il y a beaucoup d'argent investi pour développer des IA dans différents domaines. Donc, ils recrutent des juristes, ils recrutent des médecins, ils recrutent des travailleurs sociaux, donc des professionnels dans différents domaines pour essayer de puiser leur savoir et d'entraîner l'intelligence artificielle à penser d'une certaine manière comme un professionnel. Donc, d'une certaine manière, alors, pour avoir longtemps travaillé sur le savoir professionnel, Dieu sait qu'il est lié à l'expérience et l'expérience partie corporelle, personnelle. Donc, j'ai déjà des doutes sur la manière dont ils vont réussir à extraire et synthétiser ce savoir longuement et durement acquis, qui est lié aussi à des contextes. Mais ça fait un petit peu peur aussi, d'une certaine manière, puisque je me dis que si j'avais fait ce travail, par exemple, à terme, ça aurait pu amener à me remplacer, à remplacer le poste d'enseignant de langue, puisque l'IA va acquérir une partie de ce savoir. Donc, en tout cas, c'est ce qui est en train d'être développé. J'attends de voir ce que ça va donner, honnêtement, mais c'est en tout cas un projet. C'est un projet qui ne fait pas peur.
Merci. Merci. Une autre question? Oui. Merci. J'ai l'impression qu'en filigrane de votre exposé, il y a une crainte de l'IA. Enfin, je ressens comme ça. Et puis vous finissez en disant, bah, de toute façon, il faudra faire avec. Et ma question, c'est, est-ce que le fatalisme est obligatoire? C'est une question presque politique, s'il en est, sur laquelle je peux pas, ça nous dépasse. Moi, j'ai l'impression, clairement, que ça nous dépasse. Et l'impression que j'ai avec mes collègues, si je pense à mes collègues dans différents départements à l'université de Berkeley, on s'adapte, on fait avec. Ça nous a surpris. L'arrivée massive, ça a complètement, quand je discute avec tous les professeurs à qui je parle, ça a complètement changé en l'espace de 2 ans les pratiques pédagogiques, le rapport à l'évaluation, aux étudiants, à la triche, etc. Donc c'est une sorte de vague qui arrive et j'ai l'impression qu'il n'y a pas pour l'instant, à part un niveau politique, hein, régulateur dans les choix, pour nous, d'autres choix que de s'adapter. Donc ça peut être d'évacuer complètement la question en revenant à des épreuves sur table, par exemple, qui est une pratique tout à fait honorable et qui fonctionne. euh, voilà, mais la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir éviter ça? Je suis pas J'essaye de garder un point de vue nuancé. Alors, j'aime beaucoup le travail de Michel Serres, dont je m'inspire, qui nous invite à regarder les nouvelles technologies avec un œil pas seulement pessimiste, mais aussi optimiste, en disant il compare l'irruption des nouvelles technologies à l'arrivée de l'imprimerie, si vous voulez, au XVIe siècle, qui a entraîné la Renaissance, qui a entraîné l'arrivée du livre, de l'écrit, sa démocratisation, qui a complètement transformé les sociétés, y compris les régimes politiques, les manières d'éduquer, de gouverner, de faire de la science. Et donc, ils pensent que ce que nous sommes en train de vivre, ça aura des mêmes conséquences sur nos sociétés, des conséquences absolument essentielles à l'échelle de l'histoire. Et donc, j'essaye, si possible, de garder un esprit ouvert en me disant que le pire n'est jamais sûr et que peut-être on va réussir à, à en faire quelque chose d'intéressant qui va, comme le dit Michel Serres, pousser les solidarités horizontales, entraîner des nouveaux modes de gouvernance, des nouvelles modes pédagogiques. J'ai essayé d'être assez optimiste sur l'aspect pédagogique. Je pense que ça nous invite à repenser la pédagogie à l'université, notamment clairement, j'ai des collègues qui enseignent la littérature française depuis 30 ans, qui pour la première fois de leur carrière se posent une question sur comment j'évalue mes étudiants, puisqu'ils ont toujours évalué de la même manière depuis 30 ans, par des essais, et aujourd'hui, ils disent on ne peut plus évaluer de la même manière. Donc ça remet sur le tapis des questions qu'on croyait fermées, et finalement ça ouvre des espaces d'innovation, si on le voit d'un point de vue optimiste. Merci. Là, on a encore le temps pour une question. Est-ce que... Oui, est-ce que le micro marche? Oui, bonjour, Géraldine Rixeler, Laboratoire Acté. Merci beaucoup pour votre confiance qui fait un point là sur aussi cette évaluation des compétences avant de le projeter au niveau de l'IA. Nous, on a des travaux quand même avec les arbitres de très haut niveau sur les transitions professionnelles et la difficulté qu'ils ont justement à construire ce que socialement on appelle une compétence pour se revaloriser dans un autre métier. Et je me dis que dans ce chemin-là, finalement, comment l'IA pourrait les aider, finalement, comme peut le faire un accompagnateur. Et quelquefois, avoir un accompagnateur, c'est dire qu'on est en fin de carrière. Pour un sportif de haut niveau, pour un arbitre de haut niveau, c'est très difficile à accepter parce que c'est déjà être sorti du système par le système. Et je me dis que peut-être que ces outils-là pourraient, et je voulais avoir votre réaction, être une manière pour eux
de finalement construire ce que socialement on appelle une compétence, qui finalement est largement une étiquette, hein, qui dit pas ce qu'ils pourront faire effectivement dans un autre métier, mais qui pourrait être une étiquette qui les aiderait dans les transitions professionnelles. Merci pour votre très bonne question. Effectivement, ça donne envie de lire vos travaux et de voir les résultats de vos recherches et je vous encourage. Je pense que toute recherche qui permet de voir comment l'intégration de l'IA peut impacter positivement ou négativement des processus éducatifs est bienvenue dans le monde dans lequel nous vivons. On a besoin de documenter tout ce qui est en train de se passer. Euh, et en réponse à votre question, alors moi je vais faire une... je forme des étudiants américains à aller travailler en France ou dans des milieux francophones, au Canada, au Québec, etc. Pourquoi pas en Suisse, j'aimerais bien en envoyer aussi. Et donc je les forme à l'entretien d'embauche en français. Et cette année, je vais pour la première fois leur demander de simuler des entretiens d'embauche sur ChatGPT, ce qui se fait très facilement, puisque maintenant, c'est comme ça qu'on s'entraîne, que les étudiants s'entraînent. Ils s'entraînent sur ChatGPT, donc il y a une fonction où on peut simuler une conversation d'entretien d'embauche et ça leur permet de s'entraîner et d'avoir un feedback. Et donc, on va l'essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai pas encore complètement conçu la manière dont je vais évaluer tout ça, puisqu'après, il y a la question de comment on va évaluer aussi bien le travail de l'étudiant que l'apport de l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'on peut trouver des manières de l'intégrer et de l'intégrer de manière outillée dans l'activité des apprenants. Et je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce qu'évoque Michel Serres, c'est-à-dire qu'il dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus... Alors, c'est un texte de 2012, donc on est bien avant ChatGPT, mais on est déjà à l'ère de l'iPhone et des réseaux sociaux. Il dit qu'on ne peut plus enseigner aujourd'hui comme on le faisait avant, où le professeur est le seul dispensateur du savoir, mais que maintenant le savoir est à la fois partout disponible et que finalement, on a besoin de rendre les apprenants beaucoup plus actifs dans ce rapport qu'ils ont au savoir, dans la recherche et dans l'utilisation. Donc, je pense en aidant les apprenants à utiliser l'intelligence artificielle dans leur propre processus de transition, d'évaluation, de recrutement, on les aide finalement. On peut potentiellement les aider si c'est bien fait. Donc j'attends de voir ce que ça donne de mon côté. J'ai un gros bémol, mais je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci. Voilà, on va s'arrêter ici. Il est l'heure. Merci, merci à vous pour ces échanges et merci beaucoup Claire pour ces propos éclairants et inspirants. Bravo. Merci. Merci à vous. Passez un bon colloque et je reste à disposition par email, voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup et pour ma part, Claire, une fois que ce sera terminé, je t'enverrai le lien de. Désolé, je mélange le tu et le vous, mais Oui, non, vas-y, on peut se je t'enverrai tutoyer. le lien de la vidéo et tu me diras si tu es d'accord que je la mette après sur le site de l'ADME Europe. Je suis tout à fait d'accord. Mais je la montrerai quand même d'abord. D'accord. Merci beaucoup et j'espère que votre petite fille va mieux. Ça va, merci. Oui, oui. Ça va, il n'y a pas Parfait. d'opération, donc tout va bien. Donc, Merci. ça va. Merci beaucoup. Je reste avec vous si vous aviez des questions à voir ou vous Euh, voulez. Personnellement, j'arrive plus à vous comprendre parce que les gens sont en train de sortir D'accord, et puis il y a tellement de bruit que. pas de souci. Je vous remercie. De toute façon, je reste à disposition par email si vous Oui, avez on des reste en contact questions. par mail. Est-ce que vous voulez que j'envoie le PowerPoint ou c'est pas nécessaire vu qu'il y a la vidéo? Il y a pas besoin du PowerPoint. Par contre, on reste sur l'idée de faire un ouvrage à la suite du Oui, colloque. oui, Et oui. donc, s'il y a un article, effectivement, enfin, un chapitre, ce sera Tout à vraiment très intéressant. Ouais, Super. vraiment. En tout cas, Merci merci beaucoup. beaucoup, c'était captivant. Merci, captivant, Merci oui. pour votre Et une bonne invitation. suite de longues journées, puisque maintenant, il est juste 6 heures du matin. Voilà. Eh ben, c'est la journée qui commence. Voilà. Exactement. Et bon colloque à vous. Je suis désolée de ne pas avoir plus de temps avec vous. J'en suis très déçue, mais voilà, j'espère que je pourrai revenir dans les années qui viennent et boire un café avec vous. Ouais.
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.